Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prêtes à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles, tout prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Salut tout le monde, c'est un vrai bonheur de vous retrouver, sincèrement. Bonjour Bertrand. Bonjour Janine. On a besoin de ton expérience, on a besoin du fruit de tes recherches. Ah oui? Oui, pour faire de l'aménagement de potager. Mais on va aller chercher un côté créatif, j'ai l'impression, aujourd'hui. Oui, on va aller chercher un côté extrêmement créatif, extrêmement nouveau, là, quelque chose d'assez intéressant. Quelque chose d'assez intéressant, et tu en parles dans ta dernière série de livres, Oui. c'est-à-dire c'est les jardins comestibles éco-responsables, puis un des deux fait référence à ce que tu vas nous jaser aujourd'hui. Donc, je vais vous parler d'aménager d'une manière différente les potagers, et surtout d'une manière assez originale. Il y a des choses assez originales là-dedans, et c'est dans la deuxième, pas dans le deuxième, mais c'est dans Aménager et cultiver en respectant la terre que vous allez trouver là, toutes les informations nécessaires. OK, fait que ça, c'est un de ta série de deux. Parce que je vais rentrer dans le concept, mais je ne rentrerai pas dans le détail parce que ce serait beaucoup trop long. Fait que dans ce livre-là, vous avez le concept, mais vous avez aussi le détail, toutes les différentes étapes à suivre pour le faire. OK, alors aménager et cultiver en respectant la terre, ça, c'est toujours ta devise. Oui. Et particulièrement de jardins comestibles et éco-responsables. Ben oui, c'est très Alors, important. les différentes options pour cultiver, tiens, on va regarder ce qu'il y a de plus en apparence simple. En pleine terre, on cultive un potager en pleine terre. Les plus connus, là, le potager de plein champ, c'est le potager de nos grands-mères. Donc, un grand terrain sur lequel on mettait des espaces en rangées. C'était les rangées qui servaient d'allées à ce moment-là. On retournait le sol, tous les ans on retournait le sol, mais le tassage qu'on faisait entre les rangs n'était pas bénéfique aux plantes, là. Donc, c'est une technique qu'on a l'habitude de plus en plus qu'on oublie, là. On préfère l'agriculture en planche permanente. Le potager en carré permanent, c'est la même chose, ou les buttes permanentes. Pour tout ça, là, vous allez écouter le balado Cultiver à la planche, là où j'explique là, les différents types de planches, carrées, ainsi de suite, et les buts. Et c'est pas un travail au madrier. C'est ça. Ah, Bertrand, c'est pas un travail au madrier. Oui. C'est pas un travail avec une planche. Non. C'est une figure. J'ai bien dit planche permanente. Ah oui, planche permanente. J'ai pas dit avec des planches. J'ai dit planche permanente. C'est un endroit où on cultive, puis on ne retourne pas cet endroit-là. Où l'endroit est planche, parce qu'en français, ça se dit, on dit que c'est quelque chose est planche, c'est quelque chose est plat. Donc, oui. Un plat. Il y a aussi la culture en lasagne, qui est un hybride entre les planches permanentes, les buttes permanentes et les buttes en Jugelculture. Jugelculture. Ça, vous verrez aussi dans le balado, je l'explique. Donc, c'est des couches de matière organique verte et brune intercalées pour former une butte généralement plate d'environ 30 cm de haut. Donc, matière organique, c'est toi qui l'apportes. C'est la matière verte et brune. Brune, elle est séchée. Brune, c'est les feuilles. Verte, c'est du gazon, pour donner les extrêmes. Oui. Puis pour le construire, il faut que tu aies du vert puis tu aies du brun. Là. C'est un peu plus compliqué, là. Donc, moi, je n'aime pas trop ça. Fait que je trouve ça un peu trop compliqué. Je trouve ça trop compliqué, mais il y en a qui pourraient avoir envie de le faire. C'est ça. Oui. Et puis, l'autre, c'est à la verticale. Donc, tout ce qui est à la verticale, le long des murs, le long des tuteurs et ainsi de suite, là, c'est une autre manière de cultiver. À la verticale. Puis ça prend très peu de sol. C'est ça. Ça, c'est le gros avantage. Et les Chinois font ça, hein, cette culture-là, beaucoup. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Oui, partout dans le monde. Alors, autre façon de cultiver, mais hors sol. Alors, ça, c'est en milieu urbain, c'est génial. En réalité, c'est vraiment en pot.
Hein? C'est la On grande pourrait majorité dire ça, du temps hein? en pot. Donc, il y a plusieurs avantages. On peut réduire les îlots de chaleur urbains en climatisant les surfaces, telles que le béton ou l'asphalte. On climatise en mettant des Oui, pots, en exact. mettant de la verdure. Exact. C'est ça l'idée. Exact. Donc, ça va aller assez vite. Et c'est une transformation qui peut être rapide. Là, en une année, c'est fait. On peut verdir des espaces verts sans vie comme une terrasse, un patio, un balcon ou un toit. Tu dis espace sans vie. Tu sais quoi? Ça a beaucoup d'allure. Ben oui, Tu mets de la vie quand tu mets des Ben plantes. oui. Mais on le voit tout de suite. ben oui. Alors, des espaces hyper bétonnés, ça devrait nous hérisser. Oui, absolument. Tous. On peut aussi faire une culture hors sol quand le sol est contaminé ou là où il est dangereux de produire des plantes comestibles. Donc, on va utiliser des contenants qui, eux, vont isoler la terre dans le contenant et la terre en dessous du contenant. Et donc, on va pouvoir manger les légumes sans risque de contamination. C'est aussi une manière d'installer un potager en un clin d'œil. Facile, c'est rapide, donc on peut le faire. Là, pour une première année, on n'a pas le temps de s'organiser, donc une culture en pot est intéressante. Et puis, c'est aussi dans les endroits bien ensoleillés en milieu urbain, par exemple, là où on manque de lumière. Quand vous êtes en rez-de-chaussée dans le milieu urbain, souvent vous manquez de lumière, Oui. alors que dans les étages, vous en avez. Donc, par exemple, vous pourriez avoir un toit communautaire où on peut mettre des plantes. Même pour les gens d'en bas, ça peut être un avantage. Donc, la culture hors sol présente ces avantages-là. Puis la culture en toit, on le voit de plus en plus Oui. sur toit. Oui. Mais là, tu en as de la chaleur. Oui, oui. Et ça pousse très, très bien quand on arrive à avoir un sol qui est bien préparé, là. Absolument. Oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Amoureux des fines herbes, les prêts-à-planter Sème Saveur sont faits pour vous. Avec plus de 75 variétés de fines herbes différentes, vous avez l'embarras du choix pour ajouter de la saveur et de la fraîcheur à vos plats. Mais ce n'est pas tout. Ces fines herbes sont maintenant disponibles en petits pots biodégradables, offrant un choix écologique. Adoptez les prêts-à-planter Sème Saveur, c'est jardiner de manière amusante et responsable. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, est-ce qu'il y a d'autres formes? Tu nous as parlé là, de la culture en plein champ, tu nous as parlé les en pot, hors sol, mais maintenant, y a-t-il d'autres façons, hors de l'ordinaire et créatives, Oui. de faire des potagers? Alors, il y a des agences, c'est vraiment des agencements. Il faut juste savoir que ça demande en général un peu plus de temps d'organisation et un peu plus de ressources. OK? Donc, le plus facile, c'est la planche permanente, le carré permanent ou la planche permanente. Là, je vais vous en donner d'autres, dans d'autres situations, mais qui sont un petit peu plus difficiles à mettre en place. Mais qui sont des beaux défis pour les gens qui sont très créatifs et qui ont des goûts artistiques. C'est ça. Alors, on y va, tiens, avec la culture en terrasse, qui est un court voyage en Asie, en fait. Ben, en Asie puis en Europe. Je te rappelle que quand tu t'en vas à Cinque Terre, Terre. il y a quelques terrasses. Oui. Hein? Donc, c'est sur les terrains trop en pente pour recevoir des plantes. Les terrasses vont permettre d'éviter les pertes de sol et de nutriments par l'érosion. Hein? S'il y a une pente, là, l'eau s'en va et tout s'en va. Donc, on va faire un montage de murets qui peut être en bois, en pierre ou en bloc de béton. OK? Là, sur ces terrasses-là, on peut une vaste sélection de plantes comestibles qu'on peut utiliser. Là. Pour rappel, il y a de la vigne qu'on peut utiliser. Dans le sud de la France, ils mettent aussi des oliviers, mais on peut utiliser toutes sortes de plantes. Ce qui est important quand on fait un jardin en terrasse, c'est d'être attentif à l'organisation des circulations. Toi, pour être capable d'accéder. C'est ça. Il faut faire des murs, mais il faut aussi penser à faire des escaliers pour pouvoir accéder puis pour pouvoir aller travailler. Parce que souvent, comme par exemple, si le mur est assez large, le terrasse est assez large, on peut travailler du bas de la terrasse sur le haut de la terrasse, là. OK, donc tu commences en bas. On laisse le chemin sur la terrasse inférieure à l'arrière et pas à l'avant. Donc, à l'arrière,
pour pouvoir accéder à la terrasse supérieure. Donc, on est à peu près à la hauteur de la terrasse supérieure, là, tu sais. C'est-à-dire Par un chemin, tu fais les deux. c'est ça, C'est ça. on fait le chemin sur la, mettons, une première terrasse, on fait le chemin à l'arrière pour être accédé en avant de la première terrasse et ainsi de suite, là. Oui. OK? Puis tu peux travailler celle du bas également en même temps, c'est ça? Non, Non, tu peux pas. tu travailles toujours celle d'au-dessus en même temps. Celle d'au-dessus. Comme ça, tu n'as pas à te pencher. OK. Tu as moins de pencher. OK. Puis il y a des gens qui ont des terrains très abrupts, puis ils peuvent faire des choses Oui. extrêmement jolies. Très, très belle. Oui. Maintenant, j'aime bien ça. Un massif éponge. La massif éponge, on va utiliser ça dans les endroits qui ne retiennent pas l'eau. OK? Donc, les endroits qui sont très sablonneux, par exemple. On va essayer de capter les eaux de ruissellement. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre ça dans une partie un petit peu basse, puis essayer de récupérer les eaux de ruissellement. En fin de compte, c'est une fosse d'environ 30 à 50 cm de profondeur, à environ 2 mètres de diamètre. Donc, on va faire une immense fosse de 2 mètres de diamètre au minimum et de 30, donc de 1 pied à 18 pouces à peu près. Mm-hmm. Et donc, on va s'organiser pour que l'eau aille à cet endroit-là. Et donc, à chaque fois qu'il va y avoir une pluie, ça va être légèrement inondé, OK? Mais on va avoir récupéré de l'eau. Puis ton sol se réhydrate. Se réhydrate à ce moment-là. OK. En général, ce qu'on fait, c'est on forme des petites buttes. Et donc, on va prendre la terre qui est excavée pour aller former des petites buttes. Autour de ce carré-là. Je l'explique dans le livre, c'est un peu compliqué parce qu'il faut enlever la terre du dessus, faire les buttes avec la terre d'en dessous, puis remettre la bonne terre sur le dessus. Parce que sans ça, vous allez mettre votre bonne terre en dessous, puis elle ne sera pas utile. OK? On peut mettre, par exemple, un fruitier au centre avec des arbustes à forte demande en matière organique et en eau autour de l'arbre, ainsi que des plantes comestibles. OK? Donc, des plantes comestibles, tu les mets sur tes buttes? Sur les buttes, un petit peu plus sur les buttes, là, pour qu'elles aient du soleil. Donc, on peut faire, par exemple, j'en parle dans mon livre, sur les guildes, les guildes fruitières. Un massif éponge, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau, une guilde fruitière, c'est parfait. Fait que dans le fond, tu pourrais faire un potager, si tu as beaucoup d'espace, plusieurs. Oui, tu peux faire sur plusieurs, effectivement. C'est comme des oasis, dans le fond. C'est comme si tu créais un oasis. Oui, c'est une bonne analogie, c'est une bonne image, effectivement. C'est à peu près ça. Dans des terrains très secs. Dans des terrains, oui, très secs, qui retiennent moins l'eau, là. Oui. On essaye de récupérer l'eau pour que ça fasse une éponge, puis que l'eau reste là pour irriguer les plantes. Puis tu n'as pas besoin de faire des infrastructures extrêmement dispendieuses. Exact. Tu creuses ta petite fosse, là. Exact. C'est bien. Ah, OK. Autre idée créative pour un potager, pour l'aménagement d'un potager, un massif en cratère. Oui, en cratère. Quelle est la différence avec le massif éponge? Le massif éponge, tu vas essayer de récupérer l'eau là. Dans le massif en cratère, c'est un petit peu différent. C'est assez ressemblant, le principe est un peu le même. C'est l'inverse d'une butte. Hein, dans une butte, on monte ça en hauteur. Ouais. L'inverse en cratère, on le fait dans le trou. Mm-hmm. C'est plus profond que le précédent, donc parce qu'on parle de 1 mètre de profond à 4 à 5 mètres de diamètre, là, donc quand même c'est assez grand. Finalement, on fait un trou dans lequel on va développer les plantes et le but, c'est de protéger les plantes des vents et des températures trop intenses, ainsi que d'accumuler de l'eau au fond. En réalité, c'est souvent dans les endroits un peu désertiques, un peu secs, là où c'est vraiment sec, là on va plutôt utiliser le massif en cratère, parce que c'est un grand massif, là, où on peut descendre dedans. Et c'est particulièrement indiqué pour les plantes qui demandent beaucoup de chaleur. Donc, si vous êtes dans un endroit nordique puis vous voulez accumuler de la chaleur dans un endroit, le massif en cratère est beaucoup plus intéressant que le massif en éponge. Donc, il faut que tu creuses plus profond. Oui, plus profond. Tu vois ce que tu veux jusqu'à 1 mètre de profondeur, là. 1 mètre? 3 pieds, c'est 4 pieds. Oui, alors il faut que tu aies un petit escalier. Il faut que tu penses à un accès. Là. Alors, ce que tu fais, c'est que tu fais des gradins à l'intérieur de ça. Tu fais des gradins. Tu fais des petits gradins, puis avec effectivement des chemins. Des chemins pour pouvoir accéder. Là, c'est très intéressant. Parce que ça a 4 à 5 mètres de diamètre. Okay? Ouais. Donc, c'est une autre manière, dans un endroit où vous n'avez, par exemple, pas d'accès à l'eau, ça peut vous aider. C'est parce que les plantes vont être protégées des vents. Il y a une photo qui se promène sur Internet, là, des vignes. Je pense que c'est aux Canaries, là où on voit les vignes qui sont protégées par des petits murets. Là. C'est un peu le même principe, là, sur des terres volcaniques. Là. Donc, on va descendre des plantes pour concentrer la chaleur et les protéger du vent et de la sécheresse. Puis en milieu maritime, c'est la même chose. On pourrait faire ça en milieu maritime, où c'est plus frais, puis qu'il y a les vents qui viennent de la mer. Tu peux protéger. Oui, tu peux... Bon. Et puis... Là, vraiment, un jardin en creux. Bon, là, on reste vraiment... Jardin en creux, lui,
En vérité, c'est un petit jardin, là, c'est pas très grand, quelques centimètres, là. On fait ça dans une situation, un sol très perméable, dans une situation très chaude. C'est pour récupérer l'humidité, protéger les plantes. On creuse de manière à former un bourrelet de 20 cm de haut par 15 cm de large, 15-20 cm. Donc, c'est un peu là un petit creux qu'on fait. Au lieu de faire un grand, là, on a le 2 à 4 mètres, le 2 mètres, puis là, on a le 50 cm. Donc, on fait des trous plus petits pour aller récupérer l'eau dans les endroits. Parce que c'est vrai que dans la plaine de Montréal, on a souvent, c'est le contraire, on a de l'argile, on a tendance à surélever un petit peu. Oui. Mais là, c'est dans les endroits, par exemple, dans les endroits où on a plus de sable, là, on peut creuser. Donc, c'est un peu une manière différente de le présenter. On parle toujours de ce qui est de surélever, mais là, je vous donne un truc pour le creuser. OK. Dans le fond, tu pourrais disséminer ça, ton petit jardin creux, un petit peu partout dans le potager. Oui. Dans des points où tes plantes ont besoin de plus d'humidité. Mais c'est là où est-ce que ça... C'est là que le livre est intéressant. Ça abîme un peu nos concepts. C'est que c'est pas vraiment un potager. C'est un potager complètement éclaté, là. Mm-hmm. OK? Il n'y a pas de planche, il n'y a pas rien. On peut faire des jardins en creux les uns à côté des autres, là, tu sais, pour régler des problèmes d'humidité puis de chaleur. Ben, c'est intéressant. Ben oui, non, mais c'est très naturel. Ça. C'est-à-dire que tu gardes ton humidité en petite quantité avec le jardin en creux. C'est ça. Puis tu en mets où tu as besoin, où tes plantes ont besoin de plus d'eau. Absolument. Donc, puis l'année qui suit, tu es fait ailleurs, suivant la rotation de tes plantes. Tu peux les déplacer. Tu peux les déplacer. Pas les deux autres. Pas le jardin éponge, pas le jardin cratère, mais le jardin en creux, oui, tu peux les déplacer. OK. Puis quelque chose qui est très joli, puis que certains exploitent de façon extraordinaire, c'est les spirales à aromates en pleine terre. Alors là, on remonte sur le sol et on remonte le sol. Donc, l'idée, c'est de créer divers microclimats sur une petite surface parce que quand on va faire on va mettre des plantes tout le tour de la spirale, puis il y a des plantes qui vont être en plein soleil et sec, il y a des plantes qui vont être à l'humidité, il y a des plantes qui vont être en bas plus humides, plus haut, plus sec, il y a des endroits qui vont être plus à l'ombre. Donc, on va avoir une variété d'écosystèmes dans la spirale. Finalement, globalement, pour vous donner une image, c'est un cône de 1 mètre, 1 mètre 50 de haut, dont ce qui a une forme d'escargot. Okay? Donc, au lieu de faire une pyramide, un tas rond, on va mettre des pierres tout le long pour retenir le sol, okay? En forme de spirale, et le sommet va être plat en général. Okay. Là, tu sèmes ce qu'il y a des besoins de sécheresse. C'est ça. Une plante qui aurait besoin de beaucoup de soleil, elle ira là. C'est ça. Tu commences par monter ça. Donc, tu prends tes pierres et des vieilles briques, puis tu montes ça. Tu montes cette spirale. Tu n'as pas besoin de monter un mur complet parce que tu le montes, puis au fur et à mesure où tu le montes, ben, tu montes la terre et ainsi de suite. Les plantes qui demandent un sol plus sec sont placées en haut, puis celles qui demandent un sol plus humide sont placées en bas. OK? Donc, tu peux jouer avec ça. Puis les plantes de plein soleil sont au plein sud, puis les plantes qui vont demander un peu moins de soleil vont être placées au nord. Donc, de ta spirale. Sur une petite surface, puis on le fait en général pour des aromates parce que on laisse ça en place, là. On va remplacer quelques aromates annuels, mais il y a beaucoup d'aromates qui sont des plantes vivaces, donc on va le faire sur une petite surface. Ça peut être très joli. On peut avoir cette spirale-là. Et dans mon livre, je explique comment construire, là, comment partir ça, puis avec les pas de plan, il y a un plan, je pense. Mais je vous explique exactement en détail comment le construire. OK. Puis les racines de tes aromates tiennent le sol. Ben oui. C'est ça, c'est en pente. Donc, pour un esprit créatif, oui, on peut faire de très belles choses. Rêver avec ça. On peut faire de très, très belles choses avec ça. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous voulez rendre votre potager et votre jardin fruitier plus écologiques? L'horticulteur Bertrand Dumont vous propose 2 livres sur le jardin comestible éco-responsable. L'un, Comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits, aborde le fonctionnement de la plante, celui du sol et son travail, la matière organique, la nutrition des plantes et la gestion de l'eau. L'autre, Aménager et cultiver en respectant la terre,
décrit les étapes de planification, de sélection, de mise en place, ainsi que la multiplication, la plantation, l'entretien et la récolte d'un jardin comestible éco-responsable. Ces 2 livres sont en vente uniquement sur la boutique en ligne radiolégumes.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bon, alors on continue, hein, les jardins, l'aménagement des jardins potagers, mais de façon originale, hors normes, créatif. Mais parce le que prochain a celui-là, dû il est t'étonner. particulier, Oui, plutôt. j'imagine quand tu as dû lire ça, tu as dû dire « Hop là! » Oui, où est-ce qu'on loge, Où est-ce là? qu'on loge? Trou de serrure. Trou de serrure. En fin de compte, c'est comme si... je vais essayer de faire l'image. Vous prenez une plate-bande surélevée, vous faites un rond dedans, mais au lieu de... À l'endroit du rond, vous faites une ouverture, OK? C'est pour ça qu'on parle d'un trou de serrure, ce qui fait que ça va vous donner accès à toutes vos plantes, OK? Mais par un seul point. Par un seul point, Mhm, OK? mhm. Donc, c'est un jardin surélevé. Pourquoi on appelle ça un trou de serrure? Parce que ça rappelle la forme d'un trou de serrure, là. Ouais. OK? Et donc... Les anciennes ça serrures. Ça permet un accès facile au centre du parterre. OK? Donc, c'est assez gros quand même, un jardin en trou de serrure. Et aussi, ce qu'on fait souvent, c'est qu'au centre, on intègre un composteur. Donc, qu'on apporte un continu des nutriments. Et c'est ça qui va nourrir la partie du trou de serrure. Ne serait-ce que par les lexivia qui sortent du composteur. Il n'y a pas trop de lexivia. Mais ça va dans le sol. Ça va dans le sol, mais ça nourrit. Dépendant de la grosseur, on peut en mettre 1 ou 2. Oui. Et donc, Oh. on va utiliser ça comme composteur et c'est le compost qui va être produit et les vers de terre vont le déployer, les insectes vont le déployer à travers tout ça. Donc, si on peut dire que c'est une plate-bande qui fait entre 50 cm et 1 mètre dans laquelle on a une plate-bande surélevée, 50 cm à 1 mètre dans lequel on a pratiqué une ouverture. Okay? Ça pourrait être un peu plus haut, là. C'est parfait pour des gens qui ont des problèmes de mobilité, là, ça permet un accès facile. Là. Est-ce que tu pourrais le faire beaucoup plus grand? Tu peux le faire, il n'y a pas de limite. Très, très grand, puis tu mets ton composteur au milieu, puis tu circules là-dedans. Si tu fais grand, il faut mettre 2 composteurs, mais tu peux... C'est-à-dire que, oui, c'est comme je mets une plate-bande, mais c'est comme si tu faisais un trou dans ta plate-bande pour avoir accès à plus d'espace au lieu d'aller chercher le milieu de la plate-bande qui peut être un peu loin, un peu éloigné. Fait que tu laisserais, admettons, un cercle quoi, d'un mètre? Un mètre de large, les plates-bandes? Ça ressemble un peu à un haricot. Mais un haricot qui aurait des très recourbés? Très recourbés aux extrémités. Ça ressemble un peu à ça. OK. Bon, parfait. Et puis maintenant, tiens, justement, là, tu nous parles du semi-circulaire. Un massif semi-circulaire, c'est un massif, en fin de compte, c'est un demi-cratère. On fait un cratère, mais au lieu de le faire rond au complet, on le fait seulement sur un côté. OK, ça peut être un avantage, par exemple, pour aller chercher le soleil. Mm-hmm. Donc, si on veut plus de soleil, un demi-cratère va permettre d'aller chercher un endroit très ensoleillé. Là. Donc, encore là, mon principe de base, travailler avec la nature, aller chercher l'énergie de la nature et la mettre dans un demi-cratère pour la concentrer à ce moment-là. Puis la différence avec le trou de serrure? Le trou de serrure est surélevé. Ah! Le trou de serrure est surélevé, le semi-circulaire est c'est vraiment légèrement un cratère, enterré. c'est ça, mais oui, je comprends, oui. On peut dire que c'est un demi-cratère exposé au sud-ouest. Parfait. Et puis, un mandala, ça, c'est dans l'air du temps. Tu te prends pour un moine tibétain, puis tu entres dans ton potager. Moi, je trouve ça beau comme histoire. Il y a des grands principes là, sur le mandala. Il faut que ce soit est-ouest, il faut que ce soit un certain nombre de choses. Là, mais en réalité, on peut disposer... Finalement, c'est qu'on part d'un point central et on dispose des plates-bandes en rayon. Là. C'est très esthétique. C'est beau. C'est très beau. C'est une manière de le faire. Il y a des avantages. Je vais laisser ça aux spécialistes des mandalas pour nous expliquer quoi, là. Je sais pas. La signification de tout ça. Mais en général, c'est ça. Le principe, c'est qu'on fait une croix, donc nord, sud, est, ouest qu'on place et on vient former. Donc, vos plates-bandes, vos planches permanentes ne sont pas droites. Elles ont une forme triangulaire en réalité. Alors,
Il y en a qui font ça, des très, très grands mandalas, où ils vont faire une allée circulaire au milieu du mandala. Donc, il y a une petite allée circulaire au centre, une au milieu, puis une à l'extérieur. Ouais. Là, tu sais. Puis on en avait vu un très grand du temps de Fleurs, Plantes et Jardins, Oui. où tu étais éditeur de la Ouais. revue, une entrevue, puis c'était des gens, mon Dieu, au nord de Montréal, en tout cas, c'était immense. C'était un Ouais. soleil, en Ouais, fait. c'est un soleil, c'est ça. C'était tous des rayons, Ouais. c'était C'était très beau. magnifique. Mais donc, c'est une forme circulaire, là, et on va placer ça. Tapez potager mandala dans Internet, vous allez trouver des dizaines et des dizaines de photos. Il n'y a pas vraiment à part le fait qu'il faut qu'il soit placé dans Sud-Est-Ouest avec une allée puis un centre, c'est tout le principe. Après ça, à l'intérieur, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Si vous avez, ça prend un bon terrain quand même, là, Oui, mais c'est une ça. manière originale et différente de cultiver son potager. Et tu peux donner un sens à ton travail, parce que quand on fait des mandalas, Ouais. les moines qui font ça, il y a un sens. Là. C'est comme un labyrinthe vers l'élévation spirituelle. Et pour la rotation de vos cultures, c'est assez facile parce que Ouais. vous pouvez les faire tourner en partant. Comme c'est divisé en 4 morceaux, ben vous pouvez déplacer vos 4 morceaux là, dans le potager. Puis maintenant, ça, c'est un terme qu'on utilise peut-être moins au Québec. Un jardin en gabion, Gabion. un gabion ou une tour à légumes. Ça, oui. Bon, le gabion, Ouais. normalement, le vrai terme du gabion, c'est pour l'enrochement. C'est un terme très connu pour ceux qui font de l'enrochement. C'est du grillage métallique qu'on va former en carré ou en rectangle ou en cercle. Dans un vrai gabion, on va mettre de la pierre pour retenir un bord de lac ou ainsi de suite. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un géotextile à l'intérieur et puis on va remplir ça avec de la terre et là, on va percer des entailles dans le géotextile puis on va venir planter sur toutes les faces du gabion, qu'ils soient carrés, rectangulaires ou en cercle. Là. On va pouvoir placer, c'est un potager, une forme de potager en hauteur, là, verticale, mais avec de la terre. Là. Okay? Et tu irais quoi, à 6 pieds maximum? Oh, 6 pieds, c'est trop. C'est même beaucoup, c'est même c'est ça. Habituellement, c'est 3, 4, 5 pieds maximum. Mais tu as toujours un mur à l'ombre. Oui, c'est ça, oui, là, donc les ça. plantes qui ont besoin comme de la laitue pourraient aller de ce côté-là. Oui, tu as un parti qui est plus à l'ombre parce que ça ne tourne pas et il faut savoir que c'est très lourd. Alors faites très attention quand on fait ça parce que ça devient très lourd. C'est une forme, là, je dirais que ça pourrait être, ça pourrait être le long d'un mur, carré le long d'un mur où on pourrait le faire ovale aussi, mais on pourrait avoir juste 3 faces qui sont utilisées puis pas la 4e face qui est au nord. Là, est-ce que c'est aussi productif que... Non, c'est pas aussi productif qu'un potager. Là, c'est plus si on manque de place ou on veut quelque chose d'original. Parce que ça peut être utilisé, on peut faire, je vous dirais quand même, il faut au moins 40-45 cm minimum de côté. Là. Oui. Ça, c'est un minimum. Mais on pourrait faire une tour dans un jardin où on veut marquer une certaine, comment dire, un certain passage ou faire un peu de volume. Là. Alors, au lieu de faire du volume avec un arbuste, on peut faire un volume avec une tour à légumes. Avec ça, puis tu l'as tout de suite. C'est ça. Qu'est-ce que tu cultiverais là-dedans qui pourrait être prometteur? On peut cultiver à peu près tout, là. Albert en avait fait une à Québec, une tour comme ça. Albert Mondor. Mais Albert Mondor, excuse-moi Albert Mondor, oui. il a fait une qui était très haute. Lui, elle était presque 2,50 m, 3 mètres, là. Puis on le voit, il avait planté là-dedans, puis ça retombe là-dedans. Donc, il y avait même des tomates, parce que tu mets une tomate, elle va retomber. Tu peux mettre... il avait mis des choux, il y avait des bêtes à cardes, il avait mis toutes sortes de plantes. Ça produisait quand même. Oh oui, ça produit. Ça produit moins. C'est très décoratif. C'est plus décoratif, mais c'est moins productif qu'un vrai potager. Bon. Alors, comment faire pour aménager tous ces types de potagers? Tu sais, tu dis c'est flyé là, pour certains. C'est ça. Comme je vous l'ai déjà dit, donc dans la série du jardin comestible éco-responsable, c'est dans aménager, cultiver en respectant la terre, où là, je décris dans le détail comment faire chaque aménagement. Là. Donc, j'ai toute la procédure. Le cratère, je vous explique comment marquer le cratère sur le sol, déplacer les sols, faire c'est toujours tout en détail, mais je ne peux pas rentrer en détail dans un balado. Non, c'est sûr. Donc, on retient que tu viens de produire une série qui s'appelle Le Jardin comestible éco-responsable. Il y a 2 livres dans cette série-là, puis c'est aménager et cultiver en respectant la terre, ce dont on vient de parler. Les 2 peuvent être achetés et lus séparément. Oui. C'est sûr que c'est mieux de lire les 2, mais donc séparément, puis vous allez à radiolégumes.com, vous cliquez sur le lien pour la boutique et vous pouvez les acheter et le transport est gratuit. Bon, ben voilà. Alors, écoutez,
si vous voulez être tenu au courant de ce qui se passe dans le merveilleux monde du comestible et qu'on fait pousser, radiolégumes.com, c'est le site. Et vous pouvez consulter la banque de balado. Il y en a plus d'une centaine au moment qui vous convient pour les solutions que vous recherchez. Il y a certainement un balado là-dedans. Ben oui. Alors, Bertrand, je voudrais remercier Sam Saveur qui nous encourage toujours et Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique et vous tous d'être aussi fidèles au rendez-vous. Salut, portez-vous bien. Merci, à la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.